Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler Formule 1, on va débriefer ce magnifique, spectaculaire, exceptionnel Grand Prix de Monza. On pourrait lui mettre un 20 sur 20 ce Grand Prix tellement tellement on a eu de rebondissements dans la course, tellement ça a été exceptionnel. Première victoire française depuis 24 ans. Rien que ça déjà, on va s'en souvenir de ce Grand Prix de Monza. Je vous parlerai un petit peu, contrairement à d'habitude, on fera les notes. Mais je vous parlerai également de mon ressenti par rapport à cette victoire et je parlerai un peu de moi, ce qui va changer par rapport au débrief top et flop. Bon, du côté de la course, je crois que vous avez vu déjà pas mal de résumés. Si vous n'avez pas vu la course, même si le résumé de France 2 est arrivé après Marine Le Pen, je pense pas qu'hier, l'actualité majeure dimanche soir, c'était plus Pierre Gasly que Marine Le Pen, c'est-à-dire que ça arrivait après Marine Le Pen. Je pense qu'on aurait pu le mettre avant Marine Le Pen, cette victoire de Pierre Gasly. Je m'excuse encore de la petite lumière qui clignote, j'espère qu'elle revient, elle revient. On va donc faire tout de suite le bilan des Bleus, top et flop, des notes de ce Grand Prix avec Pierre Gasly, 18 sur 20. Première victoire française. Alors pourquoi je mets pas 20 sur 20 ? Il y a quand même des circonstances de course qui font que c'était pas le plus rapide en piste. Il y avait un certain Lewis Hamilton qui était un peu plus rapide quand même, donc c'est pour ça que je mets pas 20 sur 20, mais dans l'idée c'est presque 20 sur 20. Enfin c'est compliqué à dire. Non, on va s'en tenir pour le moment qu'au résultat. 18 sur 20, pourquoi ? Il gagne le Grand Prix, stratégie de course, il a eu du cul quand même à un moment, mais il faut savoir provoquer la chance. Olivier Panis, quand il s'impose, il y a aussi de la chance. À un moment, vous avez Damon Hill qui est en tête de la course, il se fait rentrer dedans. Jean Alesi, problème technique, le Grand Prix est aussi dingue pour Olivier Panis. Alesi quand il remporte la course en 95, Schumacher, c'est aussi une galère pas possible. Quand Mika Häkkinen remporte sa première course, si Villeneuve il se fait pas rentrer dedans par Michael Schumacher, Mika Häkkinen n'est peut-être pas double champion du monde ensuite en 98 et 99 parce qu'il n'a pas le mental pour le faire. Donc il faut bien l'avoir en tête. La lumière a décidé de s'éteindre à tout jamais. On va continuer ce débrief. Donc Pierre Gasly, il y a de la chance parce qu'il s'arrête juste avant le safety car, mais ensuite il a un énorme rythme de course. Le rythme, il l'avait déjà en essai libre. En essai libre 1, il fait 6. En essai libre 2, il était 4. Vendredi, il est un peu plus loin en essai libre 3. En qualif, il rate presque sa qualification en partant 10e. Il était encore en Q3 une nouvelle fois. Pierre Gasly, il avait le rythme de course. Il arrivait à gérer les pneus parce que ils ont progressé énormément dans ce secteur-là, je trouve, Toro Rosso. Et puis derrière, oui, il y a une magie qu'on n'aura peut-être jamais. C'est le 13e pilote français à s'imposer en Grand Prix. Et moi, c'est le premier pilote français que je vois gagner en Grand Prix en direct. J'avais vu la victoire d'Olivier Panis, j'ai vu la victoire également de Jean Alesi. J'ai vu quelques victoires d'Alain Prost également, dont le Grand Prix de France 93 à Manicourt. Mais j'avais jamais vu de victoire en direct. Pourtant, je suis la Formule 1. L'année prochaine, ça fera 20 ans que je suis la Formule 1. Alors j'ai commencé à regarder les Grands Prix, j'avais 5 ans, donc ça, voilà. J'ai pas 42 ans, je ne suis pas Benjamin Button. Mais ça fait 20 ans que je suis la Formule 1 et sur ces 20 années, j'ai rarement vu la France dominer. Moi, j'ai pas connu la période Alain Prost. J'ai pas connu la période des années 80 où il y avait 7 ou 8 Français sur la grille de départ. Moi, j'ai connu des saisons où il y en avait qu'un, c'était Olivier Panis pendant très longtemps. J'ai même connu des saisons où il n'y avait pas de pilote français en Grand Prix. Moi, je me rappelle toujours, c'est quand Franck Montagny est arrivé en Formule 1. On était heureux parce qu'on n'avait pas eu de pilote depuis 2 ans en Formule 1. Donc on était déjà super heureux qu'il soit en F1. Puis en plus, c'était un pilote qui avait aussi du vécu. Quand Bourdet arrive en F1 en 2007, il n'y a pas de pilote français en Formule 1.
Ensuite, en 2009, en 2010, vous n'avez pas de pilote français en Formule 1. Donc, faut bien concevoir qu'il y a une grande partie des Français comme moi qui suivent la Formule 1 qui n'avaient jamais vécu ça. Julien Febvreau a pas dû en voir beaucoup des Grands Prix en direct avec des Français qui gagnaient, parce que Julien Febvreau il a 35 ans, un truc comme ça, ou 35, voilà, il n'y a pas eu tant de Grands Prix que ça. Ça faisait depuis tellement longtemps, 24 ans, c'est exceptionnel. Oui, bah pour moi, c'est un petit peu comme quand la France a gagné la Coupe du Monde, ou quand des Français gagnent une victoire d'étape sur le Tour de France et que c'est en 3e semaine. Vous savez, il n'y a pas eu une grande course des Français pendant 20 jours de course, et puis voilà, il y a une étape remportée le dernier jour où quand Bardet avait été fini 2e des championnats du monde de cyclisme, parce qu'on s'était tellement planté régulièrement que finir 2e était quasiment un miracle. Enfin, c'est à ce niveau-là, quand même. On aura la même joie quand un Français gagnera le Tour de France. Enfin voilà, faut s'imaginer, c'est pas toujours facile, mais faut s'imaginer la situation. Et c'est vrai que Pierre Gasly, ce qui me rend encore plus heureux, c'est que ce soit Pierre Gasly. Je pense que j'aurais été heureux si ça avait été Ocon ou Romain Grosjean, mais Gasly est surtout ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire le vécu. Quand Thibaut Pinot dit, par exemple, sur le Tour de France, cet échec changera à vie ma carrière. J'espère qu'il a vu le Grand Prix, ou j'espère qu'il regardera ce Grand Prix-là, parce que imagine-toi la carrière de Pierre Gasly. C'est-à-dire que l'année dernière, en une semaine, il se fait rétrograder de Red Bull à Toro Rosso, ce qui a coûté des carrières à beaucoup de pilotes, et il perd son meilleur ami, Antoine Hubert. C'est-à-dire que vous avez... Tout lui tombe sur la gueule la même semaine. C'est la même semaine. L'annonce, je crois que c'est le lundi, et la mort d'Antoine Hubert, c'est le samedi. Le dimanche, il monte dans le baquet de la bagnole et il fait une course incroyable. Moi, je me souviens de sa course, il connaît pas la voiture, il sait pas comment gère les pneus, il fait une démonstration de rage, vraiment, de pilotage et tout ça. Derrière, il y a Interlagos. Là aussi, un Grand Prix spectaculaire. Mais il saisit l'opportunité, il avait un énorme rythme aussi ce jour-là. Faut pas croire que c'est que de la chance. Il a un très gros rythme depuis l'année dernière dans cette voiture. Il se sent bien dans l'équipe, tout se passe bien. Moi, ça me rend heureux parce que c'est Gasly en plus. Je suis pas foncièrement fan plus que de d'autres pilotes. J'essaie d'être assez neutre sur mes préférences au niveau des pilotes de F1. Mais lui, ouais, ça m'a rendu heureux, quoi, vraiment. Je vous le dis. Donc 18/20 pour Pierre Gasly. On passe à Ocon. On a fait long sur Gasly. Cette vidéo va encore durer plus de 30 minutes. Je vais essayer de faire vite après sur les autres pilotes parce qu'il y a peu de choses à dire, par exemple, sur certains. Ocon 12/20, pourquoi il finit 8e du Grand Prix. C'est dommage, il n'arrive pas à résister à Lewis Hamilton. Il finit quand même assez loin de Daniel Ricciardo, son équipier. Parce qu'il se prend quand même 9 secondes, quasiment 10 secondes par Ricciardo. On les attendait quand même presque plus haut, les Renault. C'est-à-dire que 8e, c'est presque une déception pour Ocon. C'est pour ça que j'ai hésité entre 12 et 11. Et puis après, bon, je fais mon barème, je regarde également ce qu'ont fait les autres pilotes. Et puis je me suis dit, non, ça vaut 12. Mais ils ont presque fait le minimum syndical. Et du côté d'Ocon, pourquoi je lui mets un point de moins? Parce qu'il a encore été en retrait par rapport à Ricciardo, qui a encore un écart de performance avec Ricciardo, et que ça serait quand même bien de le réduire d'ici la fin de saison, parce que sinon il va se faire manger par Alonso Coco. Donc voilà, mais 12/20, parce que Renault les attendait presque mieux, ils sont en retrait par rapport à McLaren sur ce week-end de course, assez nettement, alors que c'était pas trop le cas depuis le début de saison. Donc voilà, quelques déceptions pour moi sur ce Grand Prix. Peut-être que ça manquait un peu de virage, Monza, ce qui est presque drôle. Il faudra quand même faire attention à eux du côté du Grand Prix du Mugello. Je pense qu'ils seront performants parce qu'ils aiment les virages rapides, et à Portimao également. Et Nürburgring aussi, il y a des virages rapides. Ce sera des circuits, il faudra faire attention aux Renault. Je continue et je termine du côté des Bleus avec Romain Grosjean, 9/20. Meilleur pilote à moteur Ferrari, Romain Grosjean, en course. Donc déjà, ça c'est pas mal. Pourquoi je mets que 9/20?
Déjà parce qu'il n'y avait plus son équipier Magnussen, donc c'est assez dur de déterminer son niveau de performance. Parce que quand même, on attend les As un peu plus haut et qu'on ne peut pas se contenter. On ne peut pas être heureux quand on est pilote de F1 quand on finit 12e. Voilà. Donc il y a aussi ça qui rentre en compte parce qu'il est derrière une Williams en course. Qu'il a quand même aussi profité du mauvais choix de pneus de Kimi Raikkonen et de Sauber qui ont mis des softs alors que bon, les softs ne tenaient pas très bien et n'étaient pas très performants. En qualification, il est quand même derrière Magnussen. Il est plusieurs fois derrière Magnussen également en essai libre. C'est plutôt équilibré entre les deux. Mais voilà, je lui mets 9 sur 20 malgré le fait que ce soit le meilleur pilote Ferrari. Après, Romain Grosjean cette année, je trouve quand même qu'il se bat. Il essaye de pas faire d'erreur, il essaye de pas trop critiquer l'équipe, mais très clairement ça doit lui peser énormément, le fait d'avoir un moteur de merde, le fait d'avoir une voiture qui soit pas encore simple d'utilisation, ça doit lui peser énormément, et en sachant que c'est peut-être sa dernière saison en F1 et ça doit l'attrister quand même. Il garde le sourire. Ce que j'ai aimé également, c'est que ça a été l'un des premiers à féliciter Pierre Gasly, donc il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, mais c'est vrai que ça n'a pas été un week-end facile pour Romain Grosjean. On passe au pilote au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Carlos Sainz, 17 sur 20 pour Carlos. La première fois qu'il monte réellement sur un podium. Il avait déjà fait un podium, c'était du côté d'Interlagos l'année dernière, mais il n'était pas monté avec les autres pilotes sur le podium parce que on avait attendu 1 heure avant de savoir si Hamilton avait sa pénalité. Donc même s'il avait eu le trophée, même si il n'avait pas eu le sentiment d'être vraiment monté sur un podium de F1. Pourquoi je mets 17 sur 20 déjà parce qu'il finit deuxième et qu'une McLaren qui finit deuxième, c'est déjà très bien. J'ai vu dans les statistiques que la dernière victoire c'est Jenson Button et ça remontait à très longtemps chez McLaren. C'était certainement même la dernière victoire de Button en F1 en passant. Du côté de Sainz, ce que j'ai apprécié c'est les qualifs où il finit 3. Très grosse performance à qualification alors qu'il était un petit peu en difficulté depuis le début de saison. Il a dominé Norris également pendant une grande partie du week-end, donc ça c'est des choses qui sont très satisfaisantes. Il a été dans le rythme, il a devancé les Renault. Il montre à Leclerc que ça sera pas facile d'aller le chercher quand même, que ça sera pas un simple numéro 2. Ce que j'avais peur quand j'avais fait ma vidéo sur l'arrivée de Sainz, c'est que je m'étais dit est-ce qu'on a un vrai choix de numéro 1? Et de plus en plus cette année, je me dis que oui, ça va pas être un simple numéro 2. Notre ami Carlos Sainz. Et puis voilà, c'est une performance globale qui est intéressante. Que ça continue comme ça chez McLaren parce que ça fait plaisir de retrouver cette équipe-là à la pointe. Vraiment. Et je suis content de les voir se battre avec Red Bull au niveau du classement constructeur. C'est quand même intéressant de ce côté-là. 15 sur 20 pour Stroll. Malgré le fait que du côté de chez Racing Point, on ait toujours autant de mal à utiliser un package qui semble pourtant excellent. Je rappelle quand même que la Mercedes, elle a toujours autant de mal, et que c'est une Mercedes, la Racing Point a toujours autant de mal à gérer le trafic. On l'a vu avec Bottas, on l'a vu avec Hamilton, on l'a vu quand même également avec Perez. Stroll, il fait une course solide. C'est dommage, c'est lors du drapeau rouge, quand il repart, il rate son départ. Très clairement. Et ça lui coûte peut-être la bagarre pour la deuxième place. Est-ce qu'il aurait résisté à Carlos Sainz? Je ne sais pas. Il était quand même très proche de Carlos Sainz en termes de rythme. C'est dommage, c'est une qualif également un peu lointaine du côté de Racing Point. Mais je trouve que Stroll a montré que c'était quand même un très bon pilote qui sait saisir les opportunités. Je parlais de Gasly. Gasly, il a eu 2 opportunités dans sa carrière de monter sur un podium, de faire un gros résultat, il les a saisis. C'est pareil pour Stroll, c'est-à-dire qu'il n'en a pas eu 150 des grosses opportunités, mais il les gâche pas. Stroll, c'est-à-dire quand il était monté sur le podium avec Williams, il n'avait pas gâché cette opportunité-là, et bien là encore, il n'a pas gâché cette opportunité du côté de chez Racing Point. Il monte sur le podium, sur un circuit de vitesse, sur un circuit où il faut avoir un gros cœur quand même du côté de Lance Stroll, donc voilà, bon, c'est bien. Moi, j'attends de lui maintenant qu'il soit plus régulier, Lance Stroll. C'est incompréhensible que parfois sur certains circuits, ils se prennent 7 dixièmes de la part de Perez. Mais là, il a montré que c'était un pilote de caractère, encore une fois. Et ça, je trouve que moi, j'aime quand les pilotes ont du caractère. Je suis assez satisfait du Grand Prix de Stroll. Hamilton, 16 sur 20. Je peux pas lui reprocher la pénalité. Il y a eu une pénalité, pour moi c'est l'erreur de Mercedes.
Il faudra quand même, la pénalité est justifiée, hein, là il y a aucun problème là-dessus. Il faudra quand même améliorer l'affichage dans les grands prix à venir. Il faudra que Michael Maizy, le directeur de course, s'intéresse à ça. Améliorer l'affichage pour savoir que la ligne des stands est fermée. Très clairement, voir une petite croix dans un petit carré jaune qui fait 30 cm de large, c'est impossible. À 120, 150 km/h. Vous essayerez, c'est impossible. Donc là, on peut comprendre totalement que Hamilton, il ne pouvait pas savoir que la voie des stands était fermée. C'est à Mercedes de régler ce genre de problème. Et c'est là toute la magie de la Formule 1. La Formule 1, c'est quand même le sport où on maîtrise le plus de choses. On essaye de tout maîtriser. Et c'est quand même incroyable qu'une équipe comme Mercedes, qui a autant de personnel, tu t'aperçois quand même que le fait qu'il y ait un peu moins de personnel sur les Grands Prix, ça provoque également ce type d'erreur. Ça soit les seuls à faire cette erreur-là. C'est-à-dire d'arrêter Hamilton au stand, avec Giovinazzi aussi. Mais Alfa Romeo a beaucoup moins de moyens que Mercedes. Et c'est vrai que c'est incroyable de se faire avoir de cette manière. C'est incroyable. Enfin, voilà. C'est toute la magie de la Formule 1. C'est quand même le sport où on prévoit le plus de choses. Et il y a quand même toujours de l'imprévisible. C'est la magie, je trouve, de la Formule 1. De réussir à se faire encore avoir. Malgré que tu mettes je sais pas combien de millions d'euros, que tu payes des gens avec des salaires faramineux. Après Hamilton, il fait une belle course, il a un meilleur rythme que Bottas, son équipier, il perd très peu de points au championnat, alors que ça aurait pu être vraiment une catastrophe. Donc voilà, il a récupéré 20 secondes sur Bottas en course. Enfin, c'est juste extraordinaire, parce que quand vous avez un stop and go, qui est la pire pénalité en termes de temps, réussir à rentrer dans les points, c'est déjà exceptionnel. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de s'être pavané sur les modes moteurs avec Bottas. On s'aperçoit quand même que ce changement de réglementation, donc le fait que le mode qualification soit interdit, a posé des problèmes à Hamilton, parce que maintenant il doit utiliser le même mode moteur pendant les qualifs et la course. Et on voit que là, ça a posé des soucis. Et puis du côté d'Hamilton, tout le monde s'est exclamé comme quoi il avait dit du bien de Pierre Gasly et puis qu'il avait critiqué Red Bull. Les gens ont quand même oublié que c'était l'un des premiers à critiquer Pierre Gasly quand il était chez Red Bull l'année dernière. C'est lui qui avait dit que c'était pas normal qu'un pilote avec une voiture pareille finisse à un tour, en parlant de Pierre Gasly. Donc il faut aussi relativiser les propos d'Hamilton, qui oublie parfois qu'il a critiqué énormément Pierre Gasly l'année dernière. Je finis du côté des pilotes au top avec Norris, 15 sur 20. Là encore, bon week-end de course de Norris, c'est solide. Je lui mets que 15 sur 20, c'est-à-dire 2 points de moins que Sainz, parce qu'il a manqué de rythme pur, c'est-à-dire qu'en course, il tenait pas le rythme ni de Sainz ni de Stroll, c'est un petit peu dommage. Il a quand même bien résisté à Bottas pendant tout le Grand Prix. En qualification, il était aussi assez nettement derrière Sainz. En fait, pendant tout le week-end, il a été derrière Sainz. Je trouve ça un peu dommageable. 4e pour Norris, c'est très bien, il n'y a pas grand-chose à dire pour le pilote britannique. Il apprend encore, c'est que sa 2e saison en Formule 1, il faut aussi relativiser, mais c'est un bon Grand Prix, mais on ne peut pas lui mettre 20. Il finit 4e, donc voilà, 15 sur 20, je trouve que c'est une note qui résume très très bien son week-end. On passe aux pilotes qui ont eu un week-end moyen. Alors il y a Ricciardo, 13 sur 20, j'ai mis un point de plus qu'Ocon parce qu'il finit devant Ocon en course. Dommage, il n'arrive pas à finir devant Bottas. L'écart de... Enfin, il y avait, je pense, il avait la capacité pour finir devant Ricciardo. Après, moi, je trouve qu'il a plutôt fait encore un week-end intéressant, mais c'est, encore une fois, pour moi, c'est un 13 parce que c'est ce qu'on attendait de Renault. On n'attendait pas moins de Renault de finir 6e sur ce Grand Prix. Donc il finit 6e, ok, mais c'est ce qu'on attendait de Renault sur ce week-end de course. Maintenant aussi, vu les performances qu'ils ont réalisées déjà un petit peu l'année dernière, mais cette année, on les attend encore plus haut. Donc je suis sévère avec Renault, certains diront que non, mais je suis plus sévère peut-être que l'année dernière ou que les années précédentes, parce que j'attends maintenant de Renault qu'ils soient en capacité d'aller chercher les podiums. C'est ce qui leur manque encore. Donc c'est pour ça que je mets 13 sur 20. C'est une bonne course. Le week-end, ils ont quand même été en retrait. Donc ils ont fait, je dirais, le minimum syndical. Donc c'est pour ça que je mets 13 sur 20. Bottas, 10 sur 20.
Mauvais week-end de Bottas. Très mauvais départ, encore une fois. Silverstone, Belgique. En Espagne, j'avais pas vu le départ, donc je peux pas vous dire. Mais c'est encore une mauvaise performance de la part de Bottas au départ. Les deux départs sont pas bons de la part de Bottas. Le deuxième est pas beaucoup mieux. Il patine moins, mais c'est pas un super envol. Derrière, rythme de course, comme s'est moqué Villeneuve, mais je suis d'accord avec lui, il n'a pas fait un dépassement. Un pilote de F1, c'est un petit peu quand même le minimum. Une course en retrait, et puis lui, il a critiqué le mode moteur, mais il nous a pas montré un pilotage exceptionnel non plus, Bottas. Donc Hamilton, avec le même mode moteur, il lui reprend 20 secondes en course. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là, du côté de Bottas. Je trouve qu'en ce moment, il se laisse un peu vivre, Bottas. Les performances sont quand même pas bonnes. Il faut qu'il se mette ça dans la tête à un moment. J'ai l'impression, il avait pourtant bien commencé l'année, puis il a un creux. Mais comme il a un creux chaque année, et je m'attendais pourtant en me disant cette année la saison sera plus courte. Au final, la saison n'est pas plus courte parce qu'on aura quand même 17 Grands Prix. Mais Bottas, chaque année, au bout de 7-8 Grands Prix, ça s'écroule. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mental? Est-ce qu'il y a une lassitude? Est-ce qu'il n'est pas assez passionné par la Formule 1? Un moment, il perd en performance et il se fait manger par Hamilton. On regarderait ces 3 saisons chez Mercedes. Et je trouve ça dommageable qu'il n'arrive pas à être plus constant, plus régulier dans le top de la performance. Je passe à Daniil Kvyat, 10 sur 20. C'est pas un mauvais Grand Prix pour Kvyat, il fait 9. Donc il marque 2 points, c'est top. Mais c'est vrai que si tu compares à la performance de Gasly, c'est en retrait. Il a quand même eu un bon rythme en essai. Il fait 4 en EL1, il fait je crois 6 ou 7 en EL2. Je vais vérifier ça. Mais en qualif, il va pas en Q3. Donc ça déjà, c'est pas top. Et puis en course, il finit que 9e. Pourtant, il était sur une bonne stratégie. Il avait un bon rythme en début de Grand Prix. Sur les 20 premiers tours, il est juste derrière Pierre, avec pourtant des pneus durs, alors que Pierre avait des pneus soft. Après, il y a eu l'enchaînement au niveau de la stratégie. Je ne sais pas s'ils ont bien réalisé la roue stand du côté d'AlphaTauri. Après, 9e, c'est ce qu'on attend également d'un pilote Rosso. Donc je mets 10, je suis peut-être sévère, mais c'est en comparaison également avec la victoire de Pierre Gasly. C'est vrai que là, il fait quand même pas le poids. 9 pour Perez. Là aussi, en comparaison avec Stroll, c'est pas top. Il finit que 10e alors que Stroll est sur le podium. Je trouve en plus que contrairement à d'autres week-ends où il était largement devant, je sais pas si c'est depuis qu'il a eu le Covid-19, enfin la Covid-19, il est quand même en retrait de temps en temps. Soit il est au même niveau que Stroll, soit il est légèrement en retrait. Je trouve ça dommageable. Voilà. Après, il a fait preuve il fait sa course. C'est pas un mauvais Grand Prix encore une fois, mais c'est moyen. On s'attendait quand même à mieux de Perez avec le moteur Mercedes, avec la Mercedes de l'année dernière. On l'attendait quand même plutôt 4 ou 5 que 10 ou 11. Il a eu du mal en plus à se défaire de Latifi aussi à un moment, donc je trouve que c'est pas un excellent week-end de la part de Perez. Et puis 9 sur 20 également pour Verstappen, en retrait pendant une grande partie du week-end. Alors Red Bull a été en retrait, c'est surtout... déjà en course quand tu vois la perf de Gasly, en qualification aussi, parce qu'en qualification entre Gasly qui est 10e et qui fait pas un gros chrono en qualification et Verstappen, il y a 3 dixièmes. Alors qu'il a une AlphaTauri, donc c'est pas énorme. Il n'a pas réussi à être performant avec cette voiture. Il n'était pas en confiance avec la voiture. C'est-à-dire dès les essais libres 1 où il perd la voiture à la sortie d'Ascari, tu sens qu'il n'était pas en confiance avec la voiture. Il s'est beaucoup plaint de la voiture. Et c'est dommageable que quand ça ne va pas dans le bon sens, il n'arrive pas à switcher, à réussir à améliorer les choses, Verstappen. Et ça, je trouve ça assez dommageable de la part de Verstappen. Après 9 sur 20, parce que je lui mets pas moins, parce qu'en course, on n'a pas vu le niveau de performance, vu que il a un problème technique au bout de 5 tours de course. Après, il était mal parti aussi, Verstappen. Mais bon, c'était peut-être à cause d'un problème technique.
Mais c'est dommageable du côté de Verstappen. Et puis c'est sûr que je pense qu'il doit commencer à être inquiet de voir Gasly gagner des courses. Parce que ça va peut-être débloquer encore quelque chose dans Gasly. Et se dit, si je l'ai face à moi chez Red Bull, là ça sera peut-être plus la même chose. On passe aux pilotes qui ont eu... non, j'ai oublié Raikkonen, également 9 sur 20 pour Raikkonen. Il finit devant Giovinazzi. Pourquoi 9 sur 20 et pas 10 sur 20 la moyenne ? Parce qu'il finit derrière Grosjean. Après, il fait avec le matériel qu'il a. Et en plus, Vasseur l'a pas aidé en termes de stratégie du côté de chez Alfa Romeo parce que on lui a mis des softs alors que c'était pas des pneus hyper performants. Donc c'est vrai qu'en plus, il a dû faire avec une montre pneumatique qui n'était pas la meilleure. J'ai trouvé quand même qu'il avait fait une bonne course, Raikkonen. J'ai l'impression quand même en cette fin de saison, je sais pas parce que s'ils se sont menacés ou s'il veut pas arrêter sa carrière tout de suite, mais j'ai l'impression qu'on a quand même un petit peu retrouvé le Raikkonen de chez Ferrari du moins. Ce qui n'était pas le cas en début de saison où je voyais Raikkonen faire des erreurs un peu de débutant. Je continue avec Magnussen, 8 sur 20. C'est difficile de noter le Grand Prix de Magnussen vu qu'il a eu un problème de fond plat et ensuite il abandonne très vite en course. Je lui mets un point de moins par rapport à Grosjean parce qu'il a été en retrait en qualification et un petit peu en essai. Après, encore une fois, c'est dur de noter Magnussen parce que il a quasiment pas roulé et qu'en plus sa voiture était pas dans un très bon état parce qu'ils ont changé le fond plat et je pense qu'encore une fois on voit les errances de Haas, c'est-à-dire changer un fond plat sur la grille de départ, ça ne peut pas être intéressant en termes de performance et en plus on voit les errances de Haas et que les mécanos aussi sont pas forcément les meilleurs du monde parce que normalement, quand on redémonte quelque chose, on le monte bien. Et j'ai l'impression que Magnussen, il s'est arrêté, c'est parce que le fond plat, ça marchait pas du tout. Du côté 8 sur 1 du côté de chez Williams, Latifi, Russell, pas pour les mêmes raisons. Alors déjà, week-end particulier, parce que départ de Claire Williams, départ de la famille Williams, de l'écurie Williams, donc il y a une page qui se tourne. Je pense que c'était un week-end qui était pas facile à gérer pour les pilotes, d'un côté comme de l'autre. Je mets 8 sur 20 parce que déjà je pense que Williams a fait une erreur, c'est de mettre des gros ailerons sur ses voitures. Alors certes ils ont moins d'appui que les autres, peut-être, mais de là à mettre un gros aileron à Monza, je pense que c'était une erreur parce qu'ils ont eu de la traînée aéro pendant tout le week-end. La voiture était pas facile à utiliser, on voyait Russell pas mal se plaindre de la voiture. Russell n'a pas eu un grand prix facile parce qu'il finit simplement 14e. Je lui mets 8 sur 20 parce qu'il fait mieux que son équipier en essai et en course. Il lui colle à chaque fois un dixième. Pour Latifi, je mets 8 sur 20. Il fait 11e, ce qui est une belle performance. Dommage, il accroche pas les points, ce qui aurait été une belle fin, je pense, pour Claire Williams. Après, de l'autre côté, il est quand même en retrait. Il lui manque un dixième. Il lui manque pas tant que ça, hein. Latifi véritablement pour jouer avec Russell, mais il lui manque un dixième et demi, grosso modo pour le moment. Mais je trouve que Latifi fait pas punching ball véritablement. Il se fait pas démonter par Russell. Mais 8 sur 20, c'est la limite entre Grand Prix moyen et Grand Prix et bonnet d'âne, vous voyez, on est entre les deux. Là, on passe au véritable bonnet d'âne, Giovinazzi 6 sur 20. Bon, déjà, il est handicapé par l'erreur de son équipe, qui est la même erreur que pour Mercedes. Après, Giovinazzi, en termes de performance, il n'a pas réussi à se battre avec Raikkonen. Quand il y a eu les quelques tours où ils étaient l'un derrière l'autre. Et puis, il est quand même en retrait en qualification assez nettement. Il y a 3 dixièmes d'écart avec son équipier. À Monza, sur un circuit comme Monza, c'est vraiment énorme, 3 dixièmes. Et puis, en course, oui, il finit mon dernier. Alors certes, il reprend du temps à Albon, parce qu'il n'y a que 17 secondes au final entre les deux, mais il en manquait quand même un petit peu par rapport à Raikkonen. Donc c'est là-dessus où je lui mets que 6 sur 20. On passe au Ferrari, Leclerc 4. L'accident en course sur un tour de sortie, ça lui coûte quand même un point, sinon je lui mettais 5.
de s'être fait avoir. Après, la voiture est totalement instable, la voiture est une catastrophe, donc là, il n'y a plus grand-chose à dire. Il finit quand même assez largement en essai libre, en qualif et en course devant Vettel. Donc c'est pour ça que je lui mets 4 sur 20. Vettel 3 sur 20, parce que lui, il finit nettement en retrait par rapport à Leclerc. Qu'en course, il y a le problème de frein. Alors ça, montre également que tout va mal du côté de chez Ferrari. Mais encore, c'est presque un mal pour un bien pour eux, parce que comme ça on voit pas le vrai niveau de catastrophe en termes de performance de la Ferrari sur ce circuit. Le huis clos également a été un mal pour un bien pour Ferrari, parce que comme ça leur a évité de se prendre des tomates dans la gueule en pleine ligne droite, parce que les tifosi sont assez remontés contre eux. Et puis je finis avec Albon 2 sur 20. Déjà 2 sur 20 parce qu'il finit que 15e. 2 sur 20 parce que Gasly, son adversaire pour un baquet chez Red Bull l'année prochaine, s'impose. Rien n'a marché pour Albon. Il a été beaucoup trop agressif encore ce week-end. Il est en net retrait par rapport à Verstappen, et pourtant Verstappen n'était pas à l'aise avec la voiture. En course, il se fait battre par George Russell et Latifi. Il se fait battre par les 2 Williams, par la Haas de Grosjean, par 2 AlphaTauri. Enfin, il avait aucun rythme en course. Il y a un moment, Albon, je sais pas, mais il faut qu'il tente de changer de manière de faire, ou faut qu'il dise à Red Bull qu'il veut être rétrogradé chez AlphaTauri, parce que là, il est en train de nuire à sa carrière véritablement. Tout le monde l'a défoncé sur Twitter, alors Twitter en français, mais tout le monde l'a défoncé, Albon. C'est vrai que là, moi, je peux pas le défendre. Très clairement, sur ce week-end de course, je ne peux pas le défendre. Et puis, contrairement à Gasly, je disais qu'il avait mis dans le mille les 2 fois où il a eu l'opportunité de monter sur le podium. Albon, lui, les 2 fois où il a été en capacité de monter sur le podium, alors certes, Hamilton était passé par là, mais quand même, il les a pas mis dedans. Au final, quand Helmut Marko ou les dirigeants de Red Bull, ou même les dirigeants des autres grosses écuries, parce que je pense que Gasly, là, il a marqué les autres patrons d'écurie, vont se dire tiens, je veux remplacer un de mes leaders pour l'année prochaine, je prends qui? Ils iront pas voir Albon, ils iront plutôt voir Gasly. Et ça, c'est un peu un problème pour lui, et moi je pense que l'année prochaine, il risque d'avoir un petit peu de mal. Soit il continue chez Red Bull, et dans ce cas-là, on le revoit plus en F1 à la fin de l'année 2021. S'il améliore pas son niveau de performance, soit il est rétrogradé chez AlphaTauri, et je suis pas sûr que ça soit une très bonne chose, parce que si chez AlphaTauri on met Tsunoda, qui est le pilote qui a marqué le plus de points depuis Silverstone en F2, ça risque de faire très 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 mal à Albon s'il se fait défoncer la gueule par Tsunoda. Surtout que je pense que certes Red Bull, c'est Helmut Marko qui décide, le deuxième pilote de chez Red Bull, mais que Honda a quand même envie de se battre pour le classement constructeur, et que très clairement le fait d'avoir qu'un pilote qui marque des points, ça les fait chier chez Honda. Et je voudrais quand même notifier que Gasly, certes il est salué par les mecs de Red Bull, mais les mecs qui l'ont salué chaleureusement, c'était les mecs de chez Honda. Et pourquoi? Parce que Gasly, c'est un petit peu l'enfant de Honda en F1. C'est le premier enfant de Honda, parce que Gasly, il a fait que 3 courses avec le moteur Renault chez Toro Rosso. C'est lui qui a apporté le premier très bon résultat de Toro Rosso Honda en F1 depuis le retour de Honda. C'était la 4e place à Bahreïn. C'est lui qui l'a apporté, ce premier résultat. Donc ça a marqué. Il a été vice-champion également en Super Formula au Japon chez Honda, dans l'équipe Mugen. Donc vraiment dans l'antre de Honda. Il a tout fait avec Honda, Gasly. Il a apporté le podium à Interlagos, enfin voilà, c'est l'enfant de Honda. Et je pense que Honda est en train de pousser pour mettre Gasly en tant que deuxième pilote chez Red Bull. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui dure 35 minutes comme la précédente. Donc elle sera un petit peu longue à mettre en ligne. Je pense que ça sera en ligne mardi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures du côté de la Formule 1. Il y aura le Grand Prix du Mugello dès la semaine prochaine. Puis voilà, à la semaine prochaine. Et puis voilà. Ciao ciao sur l'Amérique Production.